la science, disons les sciences, puisque on appelle parfois sciences humaines des sciences. Bon, je ne veux pas argumenter là-dessus, mais c'est pas toujours très scientifique. Mais les sciences sont un dialogue avec la nature. Et la technique est une recherche pour trouver un moyen de s'intégrer dans la nature et de trouver aussi une possibilité de maîtriser la nature. Et c'est là où chacun a des responsabilités. L'histoire du secteur spatial remonte à très loin. En fait, l'homme, il y a déjà 15 000 ou 20 000 ans, avait le même cerveau que celui que nous avons. Il n'avait pas les mêmes connaissances, il n'avait pas la même culture, mais il savait réfléchir de la même manière. Il regardait le ciel. Pourquoi ? Parce que ce qu'il regardait d'abord, c'était à comprendre son environnement. Un environnement qui était souvent très hostile. Et il essayait de trouver des réponses. Les étoiles dans le ciel restaient mystérieuses pour lui. Et donc, c'est ce qui a amené progressivement à créer des légendes, des mythes et un certain nombre de philosophies ou de religions. Mais le ciel a toujours été un élément qui a fasciné l'homme, parce qu'il essayait de comprendre où il était. Il faut savoir que parmi les premiers textes dont on a trouvé des traces, donc qui étaient des textes écrits en écriture cunéiforme à l'époque sumérienne, le premier texte écrit où on a pu identifier l'auteur a été écrit par une femme que l'on considère être la première scientifique dans le monde. Son nom était Enheduanna. C'était une princesse qu'on considère avoir été à la fois poète et astronome. C'était la fille de Sargon, qui a été le fondateur de la dynastie babylonienne. Ça remonte à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les tablettes que l'on a retrouvées contenaient des poèmes, mais on considère qu'elle était astronome parce que les Sumériens et les Babyloniens ont été de très bons astronomes et ont observé le ciel. À cette époque, l'astronomie et l'astrologie étaient souvent confondues, mais leurs observations sont restées dans les siècles qui ont suivi et ont aidé au développement des différentes connaissances. Les anciens Grecs, et j'ai appris avec beaucoup d'intérêt que des cours de grec continuent à être donnés dans votre école. Les anciens Grecs savaient déjà quelle était la position de la Terre dans le système solaire. Ératosthène avait pu mesurer la circonférence de la Terre avec un pourcentage d'erreur tout à fait négligeable, environ 40 000 km. Alors, d'autres, par exemple Aristarque de Samos, avait pu, lui, mesurer approximativement la distance de la Terre à la Lune et le diamètre de la Lune. Et il avait conclu de ces mesures que la Terre tournait autour du Soleil. On savait ça 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, ces connaissances n'ont pas continué à se développer. Et donc, si on remonte presque 2000 ans plus tard, Giordano Bruno, qui avait voulu convaincre la société et la civilisation de son époque que la Terre n'était pas le centre de l'univers, a été envoyé au bûcher par l'Inquisition. Donc il a fallu progressivement des développements comme ceux de Galilée ou de Newton pour montrer les informations précises concernant ce qui nous entoure dans le domaine spatial. Progressivement, l'espace est devenu non seulement un domaine de recherche, mais un domaine qui est devenu stratégique. Le premier satellite qui a été envoyé par les Russes, le premier Spoutnik qui a été envoyé en 1957, montrait évidemment la capacité de lancer un satellite, ce qui était une première. Ce sont les Russes qui ont lancé le premier satellite. Et on pouvait même entendre le signal du satellite sur les appareils de radio à l'époque. Par contre,
Cela signifiait une chose qu'on doit retenir aujourd'hui aussi, c'est qu'un pays qui est capable de lancer un satellite peut utiliser le même lanceur pour envoyer des têtes nucléaires n'importe où dans le monde. Ce qui a entraîné une course entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque pour maîtriser les technologies spatiales. Cela a entraîné aussi le développement d'un programme à l'époque du président Kennedy, qui était le programme Apollo. Et cette année, on fêtera le 21 juillet, le 50e anniversaire du premier pas d'un être humain sur une autre planète, en l'occurrence un satellite sur la Lune. Maintenant, pourquoi est-ce que ces éléments sont importants? D'une part, il y a évidemment dans le secteur spatial une connotation géostratégique et l'Europe est très bien placée également. Par contre, ce qui a été très important dans le cadre du programme Apollo, et vous voyez ici le module lunaire, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ces photos, le module lunaire qui avait atterri sur la Lune. Le programme Apollo a généré plus de 700 000 emplois, non seulement aux États-Unis, mais même dans des pays européens. Alors, l'Europe a continué pendant un certain temps à suivre les développements qui se faisaient du côté russe et américain, mais dans le courant déjà à la fin des années 60 et au milieu des années 70, l'Europe a commencé à développer sa propre stratégie spatiale, non plus orientée vers le secteur militaire, mais orientée dans le domaine de l'usage pour tous des applications spatiales et d'une autonomie stratégique pour l'Europe. Ce qui a donné naissance dans les années 70 à l'Agence spatiale européenne. Donc, dans le domaine spatial, on retrouve un certain nombre d'applications dont nous faisons usage dans la vie de tous les jours, mais qui, dans bien des cas, existent parce qu'il y a un segment spatial. Alors, le nombre d'applications qui peuvent être intégrées dans la connotation spatiale touche à la fois à l'environnement. Alors, ce qu'on appelle la microgravité, j'expliquerai très simplement, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'absence de pesanteur. Quand on est dans un environnement spatial, vous avez vu, bien entendu, les astronautes qui flottent à bord de la station spatiale, parce qu'à une certaine altitude, les forces de gravitation se compensent, et à l'intérieur d'une capsule spatiale ou d'une station spatiale, on se trouve dans un environnement où la gravitation est neutralisée. Mais la gravitation zéro n'existe jamais. C'est parfois au millième de la gravitation, au centième, ou dans certains cas un peu plus, mais la gravitation zéro. C'est pour ça qu'on appelle microgravité. Et c'est un environnement qui permet des développements fort intéressants. L'autre élément important, ce sont les télécommunications par satellite. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous regardez la télévision, maintenant on regarde de préférence beaucoup d'émissions sur l'Internet, mais quand vous regardez des films ou des séries télévisées à la télévision ou les journaux télévisés, il faut savoir que presque 95%, si pas 97% des programmes que vous voyez sont transmis par satellite, même si vous n'avez pas d'antenne satellite. Ce sont des émissions qui sont retransmises aux opérateurs de satellites qui redistribuent ça sur le câble. Alors, l'observation de la Terre, mais ça c'est un des éléments très importants également. Vous avez les images de Google, mais qui sont souvent des images qui sont prises par avion. Certaines images sont prises par satellite. Évidemment, les images de Google Earth sont des images qui datent bien souvent. Et donc, du côté européen, un programme qui s'appelle Copernicus a été mis en œuvre, qui vise à doter l'Union européenne d'un programme permettant d'accéder aux images satellitaires avec les satellites
européens, éventuellement avec d'autres, mais essentiellement avec des satellites européens, pour toute une série d'applications. En particulier, tout ce qui touche à l'agriculture, à la surveillance maritime, à la sécurité. Et ces informations maintenant, ces images satellitaires produites par l'Union européenne sont même disponibles gratuitement. Donc les images de base sont disponibles gratuitement. Par contre, les images avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous recevez des images satellitaires et puis vous pouvez utiliser ces images pour indiquer un certain nombre d'éléments. Par exemple, fabriquer des cartes spécifiques qui indiquent les zones où les cultures seront plus appropriées dans tel ou tel domaine. Là, ce sont des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées, qui apportent une valeur ajoutée en utilisant des images satellitaires. Dans le domaine de la construction, dans le domaine de la sécurité, où on peut avoir des images très rapidement dans le cadre de situations d'urgence, de tremblements de terre ou d'inondations. Alors la navigation par satellite, évidemment, tout le monde connaît le GPS, mais il faut considérer que le GPS est d'abord une infrastructure militaire américaine et que le GPS n'est pas toujours accessible dans de bonnes conditions. C'est pour ça que l'Europe a développé un programme qui s'appelle Galileo. Galileo, on peut le résumer très, très facilement en disant que Galileo, c'est le GPS européen, mais en beaucoup mieux. Galileo est déjà opérationnel, donc vous pouvez, soit avec votre smartphone, soit avec votre récepteur GPS qui peut être intégré dans un véhicule, ou même il existe des récepteurs GPS pour moto également. Le récepteur GPS permet d'avoir une précision sur une carte de moins d'1 mètre. Le système Galileo permet d'avoir une précision de moins d'1 mètre, alors que le GPS a à peine une résolution de 10 mètres. En plus, l'infrastructure Galileo européenne est une infrastructure civile qui est disponible de manière permanente. Du côté américain, le GPS a été neutralisé très souvent dans des zones de conflit, même dans le nord de l'Italie, quand il y avait une guerre dans l'ancienne Yougoslavie. Et donc, étant donné que beaucoup de véhicules aujourd'hui se basent sur le GPS, y compris la navigation aérienne, il était critique pour l'Europe d'avoir essentiellement une infrastructure européenne à disposition pour la navigation. Ce qui a été fait parce que maintenant le GPS est opérationnel, le Galileo est opérationnel et vient s'ajouter aux constellations américaines GPS, russes qui s'appelle GLONASS, et il y a une autre constellation de satellites de navigation qui s'appelle Beidou en Chine. Maintenant, ce qui est important aussi dans le domaine spatial, c'est l'ensemble des technologies qui ont été développées pour certaines applications et qui se retrouvent dans d'autres domaines. Donc, ces transferts de technologies ont permis notamment de faire des avancées dans le domaine médical. On peut citer notamment des céramiques qui ont été développées pour des applications spatiales et qui maintenant sont utilisées pour la fabrication de prothèses. Alors, ce qui est important également, et c'est un des points où l'Agence spatiale européenne a développé des activités importantes, c'est l'intégration de ces applications par satellite. Quand on dit intégration, ça veut dire combiner ensemble, par exemple les télécommunications avec la cartographie et la géolocalisation. Alors, non, je ne vais pas détailler de manière trop importante l'ensemble des compétences que nous avons en Belgique dans le domaine spatial, mais ça relève aussi bien des technologies de l'information, des télécommunications, des structures mécaniques, de la physique. Beaucoup de recherches fondamentales sont faites dans le domaine spatial. La Belgique est très bien positionnée là-dedans. Mais surtout, c'est la création d'emplois et la création d'entreprises qui a permis aussi
de valoriser les résultats de ces recherches. Voici par exemple Ariane 5, un lancement de la fusée Ariane 5 à partir de la base de Kourou, en Guyane. Donc Kourou est en Guyane française, en Amérique du Sud, et c'est un centre de lancement européen qui au départ était français, qui reste sur le territoire français d'outre-mer, mais qui est un centre européen de lancement. Les fusées Ariane envoient des satellites pour tous les pays du monde. Et la fusée Ariane est le lanceur le plus performant qui existe aujourd'hui. Parce qu'on a souvent considéré que les Américains étaient en avance, que les Russes avaient évidemment une très longue expérience, mais le lanceur Ariane est sur le plan de la fiabilité, sur le plan de la technologie, le meilleur lanceur qui existe aujourd'hui. Plus d'une centaine de lancements ont été effectués. Il y a eu très peu de problèmes, très peu d'échecs, et Ariane envoie des satellites pour tous les pays du monde, y compris parfois pour les États-Unis. Ce qui est important de savoir, c'est qu'évidemment, la fusée Ariane est un lanceur européen. Les différentes tâches pour fabriquer cette fusée sont réparties entre les pays européens. La Belgique, en particulier, est un pays qui a un rôle très important dans le cadre de la fabrication de la fusée Ariane. Plusieurs entreprises travaillent dans le domaine des matériaux composites pour certains éléments. Et alors, un point très, très important, vous voyez cet appareillage qui est là. C'est une exposition que j'avais eu l'occasion d'organiser en 2004 au Planétarium, à l'époque où je m'occupais de l'association du secteur spatial de la région bruxelloise. C'est une servocommande, donc un mécanisme électromécanique de contrôle des moteurs de la fusée Ariane. Toutes les servocommandes, donc tous les mécanismes qui permettent d'orienter les tuyères des moteurs de la fusée Ariane sont fabriqués en Belgique et sont fabriqués à Bruxelles, chez Sapka. Donc depuis le début des fusées Ariane, quasiment depuis le début, tous ces mécanismes critiques pour l'orientation de la fusée sont fabriqués chez nous en Belgique. Pour la nouvelle fusée Ariane, ce sera probablement la même chose également. Alors, voici quelques illustrations des développements qui ont été faits en Belgique. Ceci a été fait lors d'une exposition et ce sont des éléments d'un appareil qu'on appelle un spectromètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure la lumière pour identifier des éléments chimiques. C'est un spectromètre qui s'appelle le SPICAM, qui était à bord de la sonde Mars Express, qui était une sonde de l'Agence spatiale européenne. Et c'est l'Institut d'aéronomie spatiale qui est à Bruxelles, à Uccle, sur le plateau d'Uccle, le plateau du pôle espace, qui avait conçu l'appareil de détection qui est là. Et c'est l'appareil qui a permis, pour la première fois, de détecter de l'eau sur la planète Mars. Donc cet appareil a été conçu en Belgique et réalisé en Belgique également. Ceci est lors d'un salon du Bourget en 2009. C'est un modèle d'un satellite fabriqué en Belgique. C'est un modèle, mais c'est de taille réelle. La Belgique, depuis quelques années, a la possibilité de fabriquer des satellites avec l'ensemble des composants, l'ensemble des structures fabriquées par des entreprises belges. C'est un satellite Proba qui porte un autre nom et qui s'appelle Altius, mais qui devrait sans doute prochainement voler, où là aussi l'Institut d'aéronomie spatiale a eu un rôle très important dans la conception. Et c'est un satellite qui permettra d'emporter des instruments qui donneront une meilleure capacité d'analyse de l'environnement, en particulier des composantes chimiques de l'atmosphère. C'est aussi un développement qui a été réalisé en Belgique. Une des applications importantes a été la purification de produits biologiques. Alors pourquoi ?
est-ce que la purification de produits biologiques peut être intéressante dans l'espace? Parce qu'en microgravité, il y a deux phénomènes qui sont absents par rapport au même processus en environnement terrestre. D'une part, c'est la sédimentation. Mais la sédimentation, quand vous mettez un sucre dans un café, vous voyez le sucre qui se décompose et le sucre se retrouve au fond. En microgravité, ce n'est pas comme ça. Si le sucre se décompose, vous allez retrouver les particules de sucre dans l'ensemble du liquide. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle la convection thermique. En fait, ce sont des turbulences qui sont produites par l'agitation thermique quand vous chauffez un liquide. Ces turbulences sont considérablement réduites aussi en microgravité. Dès lors, des tests avaient d'abord été faits pour voir si l'environnement spatial permettait de mieux séparer certains liquides ou de mieux séparer des éléments qui étaient dans des liquides. J'ai eu l'occasion et le plaisir de travailler avec l'ULB, avec la force aérienne, pour organiser ce qui a été le premier programme de vol parabolique qui a eu lieu en Europe. Donc avant celui de l'Agence spatiale européenne. On avait commencé en 1986 et on a effectué le premier vol le 4 mars 1987 à bord d'un avion d'entraînement, un Fougamin Magister, à la base militaire de Brustem. Alors, évidemment, l'avion d'entraînement n'est pas du tout aussi grand qu'un avion comme un Airbus. Par contre, l'arrière de l'appareil avait été modifié. Vous voyez ici Jean-Claude Legros, à l'arrière de l'appareil. On pouvait avoir un passager qui pouvait s'occuper des expériences et on avait pu adapter, avec l'aide des techniciens de la force aérienne, la configuration de l'avion. Je passais sur les détails. On a pu faire passer des câbles, on a pu se brancher sur des alimentations électriques. On a pu installer des équipements spécifiques à bord de l'appareil pour faire un certain nombre d'expériences. Ce programme a duré plusieurs années et à la fin du programme, un des pilotes a été Frank De Winne, qui est l'astronaute que vous connaissez de nom, qui à l'époque était pilote à la force aérienne belge. Maintenant, il dirige le centre des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne. Ça, c'est une image de la station spatiale qui fournit toujours une opportunité de faire des expériences dans l'espace. Pour des différentes raisons, la station spatiale maintenant connaît des problèmes plus financiers que techniques, mais l'infrastructure commence à vieillir. Mais il est prévu de maintenir, ça a été pris comme des décisions assez récemment, de maintenir la station jusqu'en 2030. Donc la station spatiale est le résultat d'une collaboration entre la Russie, les États-Unis et l'Agence spatiale européenne. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'informations qui circulent là-dessus, mais une deuxième station spatiale est en cours d'élaboration. Un accord a été pris en 2017 entre la Russie et les États-Unis, et l'Agence spatiale européenne va se joindre à eux. C'est le développement d'une station spatiale en orbite lunaire, qui viendra en parallèle à celle-ci et qui finira par la remplacer. Elle sera un peu plus petite. Alors pourquoi en orbite lunaire ? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, mais essentiellement, ce sera pour la préparation de missions planétaires, de missions vers Mars ou d'autres missions vers d'autres planètes du système solaire. Et également la possibilité de retourner sur la Lune. Puisque dans le cadre des missions Apollo, la dernière mission lunaire était en 1972. Il y a maintenant une volonté à la fois américaine, chinoise maintenant, d'ailleurs aussi, de revenir sur la Lune pour des différentes raisons. Évidemment, il y a la raison de prestige, mais pour étudier les possibilités de recherche en un environnement lunaire également. Alors,
Dans le domaine des satellites de télécommunication, j'en ai parlé. Ce qui est très important, c'est que contrairement aux infrastructures terrestres, les systèmes de satellites de télécommunication peuvent être déployés n'importe où dans le monde et permettent d'assurer une connectivité entre des personnes, entre des communautés, entre parfois des villes entières, sans que les technologies terrestres soient directement impliquées. Maintenant, dans la plupart des cas, c'est une combinaison entre les technologies terrestres qui sont soit par câble, soit maintenant par GSM, mais le segment spatial reste toujours important. Par exemple, encore aujourd'hui, quand vous téléphonez à moyenne ou longue distance avec votre GSM, bien souvent, une partie du message passe par satellite. Alors, les satellites de télécommunication, la plupart des satellites de télécommunication sont localisés sur une orbite qui s'appelle géostationnaire, parce qu'en fait, le satellite tourne évidemment, mais il tourne à la même vitesse que la vitesse de rotation terrestre, à une orbite qui est située à 36 000 km de la Terre. Et en étant sur cette orbite, on a l'impression que le satellite garde toujours la même position, ce qui est beaucoup plus facile pour orienter les antennes. L'idée de satellite de télécommunication en orbite géostationnaire remonte d'ailleurs bien avant les satellites. Et c'est c'est un scientifique, mais qui est également auteur de science-fiction, Arthur Clarke, qui a eu l'idée des satellites géostationnaires et qui avait publié ça en 1947. Donc il suffisait qu'il y ait 3 satellites en orbite géostationnaire pour couvrir à peu près l'ensemble de la Terre. Voici un exemple de terminal satellite, d'antenne satellite, qui avait été déployé par notre mission BeLife en Guinée lors de l'épidémie d'Ebola. Ce que vous voyez là, c'est le laboratoire de BeLife qui a été déployé à l'endroit où se trouvait un centre de traitement Ebola. Et la sphère que vous voyez, c'est une antenne satellite qu'on peut considérer à large bande. Elle avait une capacité de 5 mégabits par seconde à peu près, mais qui fonctionnait 24 heures sur 24, qui permettait d'avoir une connexion continue avec les autres intervenants de la mission, situés en Belgique ou ailleurs, qui permettait aux membres de la mission en Guinée d'avoir des contacts quotidiens avec leur famille et qui permettait également, ce qui était un point extrêmement important, d'avoir des communications avec des médecins spécialistes situés en Belgique pour le traitement de cas qui étaient particulièrement critiques. BeLife est l'acronyme de Biological Light Fieldable Laboratory for Emergency. C'est un mot compliqué. Les institutions européennes aiment bien les acronymes de ce genre, mais ça veut dire qu'il s'agit d'un laboratoire biologique mobile, donc déployable sur le terrain, qui intègre un certain nombre de technologies spatiales. C'est la raison pour laquelle BeLife a été soutenu par l'Agence spatiale européenne. Nous avons intégré de nouvelles capacités de télécommunication terrestre. Nous utilisions, lors de la mission Ebola, des réseaux Wi-Fi pour alimenter en communication terrestre les différents partenaires qui étaient sur le terrain, mais généralement, ce n'est pas suffisant. Donc, nous avons la possibilité maintenant d'utiliser des systèmes de télécommunication qui sont compatibles avec les différents services d'urgence, avec les services de pompiers ou de protection civile, et qui nous permettent, lors d'un accident, lors d'une catastrophe, d'une inondation, tremblement de terre, de venir sur le terrain. Si jamais les télécommunications ne fonctionnent plus, nous pouvons créer un système de télécommunication qui sera lié à un système satellitaire pour permettre de communiquer dans la zone et d'avoir une communication avec les autorités, avec les responsables de mission. Juste pour compléter les informations dans le domaine des techniques d'analyse que nous utilisons dans BeLife pour l'identification d'agents pathogènes.
Donc quand on dit agents pathogènes, ce sont des virus, des bactéries, des toxines qui sont plus chimiques, mais les agents pathogènes de type virus ou bactéries ont tous un code génétique. Ça peut être de l'ADN ou de l'ARN. Alors la procédure qui était précédemment utilisée, c'était de mettre ces bactéries en culture. Ce qui était assez compliqué, qui était surtout très dangereux et qui prenait du temps. Mais il n'y avait pas d'autres techniques. Alors les techniques que nous utilisons aujourd'hui, il y a des techniques qui sont standards et d'autres que nous avons développées, c'est en fait d'extraire le code génétique, à la fois du virus, là on l'extrait de l'enveloppe du virus ou de la bactérie, on l'extrait du noyau, et de faire une analyse du code génétique. L'avantage, c'est que ces analyses prennent environ 2 heures, parfois un tout petit peu plus, parfois un peu moins, et permettent de manière non ambiguë, donc avec certitude, d'identifier le virus ou la bactérie dont un patient peut être porteur. Ceci est une avancée assez importante parce qu'on peut travailler sur ce code génétique sans les risques impliqués par les cultures de cellules. Alors, lors de la mission Ebola en Guinée, je rappelle que 3 pays d'Afrique de l'Ouest, depuis 2014, avaient une épidémie d'Ebola qui n'avait pas su être maîtrisée. Au départ, les 3 pays, dont la Guinée, avaient confirmé aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé, que la situation était sous contrôle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, l'épidémie s'est propagée. Le point qui était très important, qui a ajouté à la situation critique, c'est que c'est dans les grandes villes que l'épidémie a continué à se propager. Donc, vers le milieu 2014, ces pays ont fini par demander l'aide des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé. Et enfin, en novembre 2014, le gouvernement guinéen a fait une demande au gouvernement belge pour une intervention. Il existe en Belgique un mécanisme qui s'appelle BIFAST, qui est un mécanisme d'intervention d'urgence, mais qui est plus orienté vers la logistique. Vers des interventions lors d'inondations et de différents types d'interventions, tremblements de terre, recherche de personnes disparues dans les tremblements de terre, mais la partie biologique n'en faisait pas partie. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'avec une coopération que nous développions avec la protection civile belge, nous avons commencé à étudier la possibilité, sur la demande du gouvernement belge, d'intervenir en Guinée avec le laboratoire BeLife. Donc là, vous voyez un C-130 de la force aérienne belge qui a transporté la première équipe. Il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées en Guinée. Et les équipes ont été pilotées par le docteur Jean-Luc Gallat, qui est également le directeur du CTMA, donc du Centre de technologie moléculaire appliquée de l'UCL. Donc vous voyez ici le laboratoire qui avait été déployé en soutien au centre de traitement Ebola. En dessous de la bâche noire, le laboratoire biologique était installé et les équipements de télécommunication et de logistique additionnelle étaient installés dans des containers. Et vous voyez l'antenne satellite sur le toit d'un container. L'intérêt de cette configuration, étant donné la taille de l'antenne qui fait un peu plus de 2 mètres, c'est que vous pouvez transporter ça à peu près n'importe où facilement dans des caisses de transport. Avec 5 caisses, vous avez d'une part la partie électronique, le ballon, vous avez le compresseur et tous les systèmes de télécommunication qui peuvent être portés par 2 personnes.
Bon, l'intérêt pour une mission de ce type était évident, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de venir avec du très gros matériel. Tout le matériel devait être facile à transporter, ce qui était au départ l'objectif de BeLive, c'est d'avoir un laboratoire biologique qui puisse être déployé n'importe où dans le monde, facilement, qui puisse être adaptable aux missions. Ça peut être, ici on avait une tente d'une certaine dimension avec des équipements appropriés, mais on peut avoir aussi un type de laboratoire déployable par deux personnes. Et donc dans le cadre de la mission Ebola, comme c'était une mission de longue durée, et qu'un des premiers objectifs était d'identifier rapidement les patients qui avaient Ebola, tout le matériel nécessaire a été transporté, donc transporté en avion. Comme à Nzérékoré, l'aéroport était en fait plus une piste qu'un tarmac que vous voyez dans les aéroports. C'est un avion de transport militaire qui a assuré le transport et puis la récupération. Le virus Ebola lui-même est particulièrement contagieux, mais il est aussi fragile. Alors heureusement qu'il ne s'agit pas, comme la grippe, d'un virus aérien, c'est-à-dire que si vous êtes à proximité de quelqu'un qui a Ebola, le fait qu'il respire à proximité ne va pas vous transmettre le virus. Mais ce sont les fluides physiologiques, donc ça peut être le sang, le sperme, le lait maternel, même une larme parfois. Et c'est là où les contacts avec les patients Ebola sont très délicats, parce qu'un patient Ebola doit toujours être manipulé, si on peut dire, traité avec des personnes qui ont des vêtements de protection. Vous voyez ici ce qu'on appelle des boîtes à gants. C'est dans des boîtes à gants que la procédure qui s'appelle inactivation est réalisée, c'est-à-dire que les échantillons de sang sont amenés dans des enveloppes de protection. Et à l'intérieur de la boîte à gants, qui est une boîte sous pression extérieure, pour éviter que de l'air ou des particules ne s'échappent de la boîte, il y a un système de compresseur, la boîte que vous voyez au-dessus. Ça permet de faire la manipulation de l'échantillon de manière sécurisée et donc de faire en sorte de dégrader l'échantillon pour en extraire le code génétique tout en neutralisant en quelque sorte la mortalité, on appelle la létalité du virus ou de la bactérie. Ce que vous voyez sur le côté, c'est un virus Ebola, qui est un virus basé sur de l'acide ribonucléique, sur de l'ARN. Si vous avez déjà des cours de biologie, votre professeur a déjà dû vous expliquer un petit peu les différences ADN, ARN, etc. Et la procédure d'inactivation visait donc à extraire l'ARN du virus. Ensuite, des systèmes d'analyse permettaient d'effectuer le dosage, donc de voir la quantité de virus qui était présente dans le sang du patient. Alors, c'était très important parce que il faut savoir que les premiers symptômes d'Ebola sont similaires aux symptômes de la malaria. C'est l'évolution de la maladie qui n'est pas la même. Donc, il était très important, le plus rapidement possible, d'identifier les patients qui avaient soit Ebola, soit malaria. Donc, les équipes sur le terrain faisaient les tests à la fois Ebola, malaria, et on peut faire des tests d'autres maladies. Ici, on savait ce qu'on cherchait. On savait qu'il fallait identifier le plus rapidement possible des patients qui avaient Ebola. Et donc, les informations alors étaient corroborées par le médecin en charge de la mission et puis retransmises de manière à avoir une connaissance précise du nombre de patients par zone. Alors, un élément qui était particulièrement important aussi, lors de la préparation de la mission, nous avions reçu une demande à la fois de l'Organisation mondiale de la santé et de l'INSERM, qui est
l'Institut français national de la santé pour pouvoir tester un nouveau médicament qui serait peut-être à même en tout cas d'améliorer la condition des patients qui avaient Ebola. Donc, il ne s'agit pas d'un vaccin, mais il s'agit d'un médicament destiné à soigner. Utiliser le mot guérir et peut-être beaucoup, mais en tout cas à soigner réellement des patients Ebola. Alors, il s'agit d'un médicament qui s'appelle le favipiravir, qui est un médicament antiviral qui avait été utilisé pour la grippe notamment, qui était un médicament qui avait déjà été validé au Japon, mais certainement pas pour Ebola. Donc, dans les conditions difficiles de cette épidémie dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, où plus de 20 000 personnes sont décédées quand même, l'Organisation mondiale de la santé avait accepté qu'on fasse des tests de médicaments qui existaient sur le marché, sous réserve évidemment que les tests n'entraînent pas de conséquences nuisibles ou négatives, mais de tests de médicaments qui pouvaient éventuellement apporter quelque chose. Donc, 2 équipes avaient reçu ces doses de médicaments. Le centre de traitement Ebola à Nzérékoré et alors un autre centre à Guékédou. Donc, tous les patients qui rentraient au centre de traitement Ebola recevaient ce médicament. Ce qui est important, c'est qu'il a fallu faire des analyses régulières. Et là, il ne s'agit plus d'analyse, on les faisait aussi, mais d'analyse d'identification de la présence d'Ebola dans le sang. Les patients étaient dans des zones de traitement spécifiques. Je rappelle aussi, en ce qui concerne la différence malaria et Ebola, c'est qu'il était très important que les patients qui n'avaient que la malaria ne se retrouvent plus en présence des patients qui avaient Ebola. Parce qu'on pouvait être certain qu'après un certain temps, ils risquaient d'avoir Ebola aussi. Donc la sélection, le triage, si on veut, des patients était primordial au départ. Mais ça, c'était sur base des analyses de sang qui étaient effectuées. Alors, ce qui était nécessaire de faire, ce sont des analyses maintenant des paramètres sanguins. Ce qui impliquait des risques beaucoup plus grands parce qu'on devait prendre du sang des patients qui avaient Ebola et mesurer les paramètres sanguins, faire les dosages, comme on le fait dans des hôpitaux. Donc on avait emporté dans le matériel du laboratoire des équipements portables pour faire les analyses de sang, ce qu'on appelle des ionogrammes, voir les différentes composantes du sang, qui indiquent la manière dont le patient évolue. Alors, ça a été à la fois une surprise et en même temps, encore une fois, ce que j'avais dit au début, le développement de BeLife et une mission de ce type, c'est le travail de dizaines de personnes, c'est le travail de beaucoup de gens, où tout le monde a collaboré. Ce qui a fini par être mis en évidence, c'est qu'effectivement, ce médicament qui s'appelle le favipiravir pouvait augmenter de 30% la chance de survie des patients qui avaient Ebola. Et au mois de mars 2015, on a pu considérer que l'épidémie était arrêtée dans la région forestière de Guinée. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la première et la deuxième équipe de BeLife en Guinée. Donc, je crois que la leçon de cette mission, enfin, si on ne peut pas appeler ça une leçon, mais réellement une considération, c'est que toutes les personnes qui ont été en Guinée, réellement doivent être considérées comme des héros parce qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la vie d'autres personnes. Et malgré tous les moyens technologiques, malgré les moyens logistiques, cette mission n'aurait jamais existé sans les volontaires qui sont partis là-bas. Ça, c'était la première et la deuxième équipe. Et alors, le suivant, c'était la deuxième et la troisième équipe.